8h20, c'est un plaisir de débuter la journée avec vous, chers auditeurs, sur Sud Radio. Et on passe à notre invité politique du jour, qui est Gilles Plattret, maire LR de Chalon-sur-Saône et vice-président des Républicains. Bonjour. Bonjour Gilles Plattret. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Emmanuel Macron prendra la parole lors d'une interview télévisée aujourd'hui à la mi-journée pour le 14 juillet, renouant avec une vieille tradition. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Oui, c'est une bonne chose que le président s'exprime. Encore faut-il savoir ce qu'il va dire. Si c'est pour nous faire une démonstration de gros bras et d'arrogance comme il en a le secret, et à laquelle il s'est livré d'ailleurs il y a 2 jours de ça, c'est pas la peine. Mais je pense qu'il a un message à donner à la nation, et en tout cas c'est ce que la nation attend, un message d'humilité, un message de compréhension par rapport à une situation politique qu'il a lui-même créée et dans laquelle il est désormais minoritaire. Message d'humilité soit, mais qu'attendez-vous de lui qu'il donne un cap à son quinquennat maintenant qu'on connaît l'Assemblée nationale et le gouvernement ? Moi, je pense que le cap du quinquennat, c'est d'abord une explication sur le jeu des institutions. Nous sommes dans une situation complètement nouvelle où, pour la première fois, un président de la République n'a aucun espoir de rallier à son panache une majorité à l'Assemblée nationale. L'écart est beaucoup trop important, bien plus qu'en 1988 où la majorité était relative de quelques voix. Là, il en manque plusieurs dizaines. Donc, il faut qu'il nous dise s'il a, oui ou non, compris le message des Français donné à l'élection législative. Si oui ou non, il a compris que les Français ont envoyé à l'Assemblée des députés qui majoritairement lui étaient hostiles et hostiles à sa politique. S'il ne fait pas la preuve de cette explication, s'il ne nous donne pas le sentiment qu'il a compris que désormais il n'a pas les moyens d'appliquer la politique qu'il avait prévue, alors ça voudrait dire qu'il refuse le jugement des Français. Et ça sera assez grave, me semble-t-il. Justement, près de 3 mois après sa réélection, près d'un Français sur 2, 48%, c'est un sondage ELAB qui le dit, sont déçus, jugent l'action du président de la République décevante. Comment est-ce que vous expliquez ce score ? Mais je pense que on est là dans la contradiction macronienne depuis le départ. Vous savez, je regardais un petit peu l'histoire du début du premier quinquennat. On avait déjà, au printemps 2017, une majorité de Français qui souhaitaient que le président n'ait pas de majorité à l'Assemblée. C'était le cas cette fois-ci, mais c'était déjà le cas l'autre fois. Donc effectivement, il y a eu une majorité parce qu'il y a eu un élan lié au premier quinquennat, mais on voit bien que les Français ne font pas confiance à cet homme et que s'il a été élu au deuxième tour, c'est d'abord contre quelqu'un, puisque les Français ne voulaient pas que Marine Le Pen devienne président de la République, et ça n'est pas pour lui ni son programme. Donc je pense qu'il y a trop de déception et qu'aujourd'hui, on en voit les conséquences. L'Assemblée nationale est l'exact reflet de ce que pensent les Français, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique des opposants. C'est pas ça qu'il faut regarder en premier. Ce qu'il faut regarder en premier, c'est que tout bulletin qui n'était pas En Marche a servi aux électeurs pour s'opposer à Emmanuel Macron. Donc j'espère simplement qu'il l'a compris et j'espère encore plus qu'il le dira tout à l'heure. Est-ce que vous espérez qu'il s'explique sur les Uber Files plus longuement qu'avant-hier, où il a dit que finalement, si c'était à refaire, il le referait ? Non, mais c'est même pire que ça. Enfin, vous avez entendu comme moi cette interview surréaliste dans laquelle, par la grossièreté, en faisant mine de reprendre une expression que Jacques Chirac n'a jamais employée publiquement d'ailleurs, mais qu'il employait en privé, il essaye de nous faire croire que tout ça n'a aucun intérêt, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Je pense qu'il en faudra davantage. C'est pas le problème qu'un ministre de l'économie ait des relations avec des grandes entreprises, ça c'est plutôt normal. Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est que d'une part, il est intervenu pour calmer le jeu dans une enquête de la direction de la répression des fraudes, ça on en a les preuves, qu'il est intervenu auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour revoir un arrêté qui était contrariant pour Uber, et surtout que des lobbyistes qui sont dans l'entourage de cette entreprise se retrouvent non seulement financeurs de sa campagne de 2017, mais engagés dans l'équipe de campagne. C'est ça qui nous pose question. C'est pas ça le vrai problème de fond ? Le problème de fond, c'est la proximité aujourd'hui à la tête de l'État de grands intérêts privés qui peuvent, à terme, parce qu'il y a trop de relations personnelles, contrarier l'intérêt général. On est le 14 juillet. C'est le grand jour de la nation. La nation, elle n'est pas dépendante des intérêts privés. Elle doit les défendre quand ils servent ses propres intérêts à elle, mais elle n'a pas à se coucher devant les intérêts privés. C'est ça la vraie question du Uber Files. Justement, Gilles Plattret, est-ce qu'on est face à un scandale d'État ou, pour faire un mauvais jeu de mots, un scandale d'été ? Oui, alors c'est pas mal, bravo pour le jeu de mots. Moi je pense simplement que, et c'est mon souhait, je l'ai dit dès le départ, je suis pas sûr d'être forcément sur une ligne complètement partagée aux Républicains, mais il est nécessaire qu'il y ait une commission d'enquête pour savoir comment des lobbies aussi puissants infiltrent les administrations, le gouvernement, arrive à rédiger des amendements envoyés clé en main à des députés très compatissants,
qui finalement, ces groupes privés font la loi, alors que la loi est l'expression de la volonté générale et qu'elle n'a pas à être rédigée par des entreprises. Encore une fois, on est toujours très heureux que des emplois soient créés, mais c'est le fonctionnement de l'État qui est en jeu. Et pour ça, une commission d'enquête permettrait d'éclairer le débat. Une commission d'enquête, pourquoi pas, si on vous croit, mais pourquoi pas carrément la mise en route du parquet national financier? Vous seriez pour? Alors, vous savez que le parquet national financier a déjà été saisi d'une affaire qui concerne indirectement, enfin directement, mais indirectement M. Macron, c'est-à-dire l'affaire du démantèlement d'Alstom, puisque la vente de la branche énergie à General Electric. Donc, sur l'action d'ailleurs très méritante d'Olivier Marleix, lorsqu'il était, lors du mandat précédent, député et responsable d'une commission d'enquête sur les liens entre la politique industrielle et quelques groupes étrangers, le parquet national financier enquête aujourd'hui là-dessus. On sait qu'il y a un obstacle, c'est le fait que le président, pendant la durée de son mandat, ne saurait être mis en cause dans sa responsabilité. Pour autant, une commission d'enquête peut permettre pour les députés de savoir comment fonctionnent ces relations d'affaires ou de relations politico-économiques au sommet de l'État. Et c'est ça qu'il nous faut. Vous savez, les Français se désespèrent que les politiques n'arrivent plus à faire rien et ne tiennent plus leurs promesses. Mais ils se désespèrent aussi de savoir que l'État est la proie d'intérêts économiques nationaux ou internationaux, puisque là, on parle bien d'une firme américaine. Donc la commission d'enquête, c'est aussi une façon pour le peuple français, à travers ses représentants, de dire nous allons mettre notre nez et la lumière sur ces pratiques qui nous paraissent beaucoup trop opaques. Ça s'appelle la démocratie. Justement, Gilles Platret, on va parler du Parlement, puisque vous parlez de commission d'enquête parlementaire. Dans la nuit de mardi à mercredi, les députés ont supprimé un article phare du projet de loi sanitaire qui prévoyait la possibilité de rétablir un pass pour les voyages extra-hexagonaux. Une alliance avec le RN et la France Insoumise. Premier texte, premier échec, et pas de problème pour vous pour voter avec le RN et la LFI? Ben, je vais vous dire, on est en train de faire collectivement l'apprentissage de quelque chose qui a fondé la nation française, c'est-à-dire le Parlement. Voilà, le Parlement, chaque député représente la nation à lui tout seul. Chaque député doit voter en son âme et conscience. Et que des majorités se retrouvent sur des bancs différents, je ne trouve absolument rien de choquant à cela, bien au contraire. Et c'est l'intérêt général qui doit prévoir, et même si ça contrarie la volonté du gouvernement, c'est pas grave du tout. Le gouvernement était juste en train de se rendre compte qu'il est minoritaire et qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Donc il n'y a pas d'alliance objective. Il y a simplement, sur des textes précis, sur des amendements, sur des articles de loi, des députés qui peuvent partager, quelles que soient leurs idées par ailleurs, des convictions et les défendre. C'est très sain. Mais il faut qu'on se rende compte à quel point ça peut être une chance pour notre démocratie. Suite à ce vote, François Braun, le ministre de la Santé, a parlé d'alliance de circonstances. Elisabeth Borne a tweeté, je cite, « L'heure est grave. En s'alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid, LFI, LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus. Passé l'incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l'esprit de responsabilité l'emporte au Sénat. » Que répondez-vous à la Première ministre qui traite votre camp politique d'irresponsable, Gilles Platret? Je lui demande très humblement et très modestement de reprendre raison. Parce que si elle commence à nous faire des déclarations aussi inflammées au premier vote où elle est mise en minorité, la pauvre, elle va passer quand même des semaines absolument horribles. Donc il faut un peu de recul. Qu'est-ce qui a motivé en particulier les députés LR pour voter contre ce rétablissement? C'est que nos compatriotes ultramarins étaient traités comme s'ils étaient des étrangers purs et simples. Or, ce sont des Français. C'est ça qui nous a motivés en particulier. Nous ne voulons pas que nos compatriotes ultramarins se sentent des Français de seconde zone. Donc, que le gouvernement revoie sa copie, qu'il fasse des propositions, c'est lui qui est à l'initiative de la loi. Et les députés seront amenés à se prononcer. Mais Madame Borne doit vraiment redescendre sur Terre. C'est fini le gouvernement de Jupiter. Elle ne peut plus aujourd'hui parler à l'Assemblée comme si c'était une Assemblée à ses ordres. Ça n'est plus le cas. La démocratie est revenue à l'Assemblée nationale. Si on vous comprend bien, LR est un groupe d'opposition et doit le rester. Effectivement, je suis pour ma part sur une ligne d'opposition résolue. Nous n'avons pas à donner de l'air à ce gouvernement. D'ailleurs, nos députés n'ont pas été élus pour ça. Et il y aurait évidemment un risque encore plus fort si LR donnait le sentiment d'être la roue de secours de ce gouvernement. Nous sombrerions avec le Titanic Macron. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous devons rester aux yeux des Français une force d'alternance. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution possible, une opposition directe et déterminée en tout point. Justement, le rapport du Sénat sur le Stade de France, est-ce que vous pensez, comme il est désormais démontré que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a menti, qu'il devrait ou s'expliquer ou carrément démissionner ?
Et c'est la démission. Écoutez, quand un ministre a officiellement menti aux yeux du monde entier, pas simplement des Français, mais également de l'Angleterre, nous avions les images, même si certaines ont été effacées, vous vous souvenez de ce scandale, Oui. des images de sécurité effacées, écrasées, elles n'ont pas été sauvegardées, parce qu'elles montraient ce que d'autres images privées qui ont été prises par des smartphones ont pu montrer ce jour-là. Ce sont des bandes de racailles de la Seine-Saint-Denis qui ont jeté la terreur par une opération de razzia pour voler tout ce qui pouvait se trouver en matière de spectateurs autour du stade. Donc, ce qui a créé la panique, ça n'est pas simplement une gestion de faux billets, ça n'est pas une panne dans le RER. Ce qui a créé la panique, ce sont des bandes qui aujourd'hui terrorisent la population. Et le ministre de l'Intérieur avait tous ces éléments en main. Il a menti sciemment. Je pense que dans une démocratie digne de ce nom, quand il y a un mensonge d'État aujourd'hui avéré, c'est pas des excuses qu'il faut, c'est une démission qu'il faut présenter. Vous appelez donc à sa démission aujourd'hui? Je pense que j'ai été très clair, effectivement, sur ce sujet-là. Alors, on va parler de l'avenir des Républicains. Quelle est l'ambiance? L'ambiance, c'est d'attendre Laurent Wauquiez? Non, je pense que l'ambiance, c'est une... Alors d'abord, il y a la lourdeur dans nos statuts. Vous savez qu'on vote qu'au mois de novembre. Je pense que si on a une réforme à faire, c'est quand même pour qu'une succession puisse dérouler en un peu moins de 5 mois. Bon, l'ambiance aujourd'hui, je pense qu'elle est double. C'est d'abord d'encourager nos parlementaires, qu'ils soient au Sénat ou à l'Assemblée, pour faire un vrai travail au profit de la France, faire avancer nos idées. On a été élus sur des opinions précises. Et puis à plus long terme, et je le dis aussi parce que si on en fait l'économie, on ne se redressera jamais, c'est de reconstruire notre doctrine. Qui sommes-nous ? Quels sont les principes fondateurs de notre action au profit des Français? Ça, c'est un gros travail qui commence maintenant. Donc, vous voyez, tout ça ne se résume pas à l'élection de la fin d'année. C'est un travail très long si on veut revenir un jour au pouvoir. Quel est le bon profil du futur patron des LR? Je pense qu'il faut qu'il soit résolument dans l'opposition. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté, quel que soit le nom. Et je ne rentrerai pas dans ce jeu ce matin, mais il faut absolument un profil qui ne laisse absolument aucun doute sur la volonté qui sera la sienne de s'opposer frontalement à ce gouvernement minoritaire. C'est vraiment le profil qu'il nous faut. Il nous reste 30 secondes. Ce profil, ça pourrait être Gilles Platret? Vous savez que quand je vais, et avec grand plaisir sur votre plateau, j'ai toujours cette question. Le moment viendra où je vous répondrai. Mais c'est encore trop tôt ce matin. Et en tout cas, pour la fête nationale, regardons haut, regardons la France et pas simplement les querelles de parti. Eh bien écoutez, merci beaucoup Gilles Platret. Merci à vous. Que vous êtes maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône et vice-président des Républicains qui appelle aujourd'hui, jour de fête nationale, à la démission du ministre de l'Intérieur. Voilà, ça sera dit. Restez avec nous, surtout sur Sud Radio. On revient tout de suite avec de l'actu encore. On en parle et votre revue de presse avec Félix Mathieu. À tout de suite.